Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous. C'est l'heure de votre émission Santé Mag. Alors nous célébrons aujourd'hui le 31 mai la journée mondiale sans tabac. L'occasion pour nous d'aborder un sujet d'une importance capitale, le tabagisme et son impact global sur notre santé. Trop souvent banalisé, le tabac est pourtant un fléau qui touche des millions de vies et engendre des conséquences dévastatrices sur l'ensemble de notre organisme. Alors selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la cigarette tue 8 millions de personnes chaque année dans le monde. Sur ces 8 millions de personnes, 7 millions sont dues à la consommation directe du tabac. Et quelques 1,3 millions sont des non-fumeurs qui sont involontairement exposés justement des fumeurs passifs, ce qu'on appelle des fumeurs passifs. Alors au-delà des risques évidents pour les poumons, le tabac affecte chaque système de notre corps et crée une dépendance complexe rendant le sevrage difficile. Comment le tabac s'immisce-t-il dans notre corps et y cause-t-il tant de ravages? Quels sont justement les mécanismes de cette dépendance redoutable et surtout, quelles sont les solutions existantes aujourd'hui pour aider celles et ceux qui souhaitent s'en libérer et retrouver une vie sans tabac? Pour en parler et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir professeur Ketfi Abdelbassat. Vous êtes pneumologue, chef de service pneumologie à l'EPH de Rouiba et président de la Société algérienne de tabacologie. Bonsoir et bienvenue à vous. Madame, bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous aussi. Alors avec nous aussi professeur Laraba Nazim, vous êtes chef de service de médecine interne au CHU de Bebloued. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Avec nous aussi professeur Boufresh Ahmed. Bonsoir, vous êtes psychiatre et addictologue en libéral. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, on parle ce soir de ce fléau, du tabagisme. On va voir toutes ces facettes et justement parler de cette addiction. Mais pour commencer, justement, professeur Ketfi, comment définiriez-vous le tabagisme du point de vue médical et du point de vue comportemental ? Ben oui, le tabagisme, d'abord, comme vous l'avez signalé, c'est un fléau mondial où vous avez bien souligné qu'il y a une mortalité très importante qui avoisine 8 millions de décès par année. Donc c'est un problème qui est mondial, mais aussi c'est un problème aussi algérien. Et les statistiques ou les données qui sont disponibles, c'est que 22% de la population mondiale fume. Et en Algérie aussi, on a un nombre important de fumeurs et que les dernières statistiques disponibles suite à une étude entre le ministère de la Santé algérienne et l'OMS, 16% de notre population fume et parmi eux, évidemment, il y a plus d'hommes, 32% de la population masculine fume, donc ce qui fait pratiquement un tiers de la population. Oui. Et cette addiction au tabac, qui en réalité, quand vous voulez dire que le tabagisme est un problème de santé publique et que l'addiction au tabac pose réellement un problème parce que ces patients-là souffrent en réalité de cette addiction et qui ne trouvent pas les moyens pour se débarrasser. Et réellement, ils sont victimes justement de cette addiction. Ils savent que le tabagisme est dangereux, mais ils pensent évidemment qu'il est dangereux pour les autres et rarement qu'ils pensent qu'il est dangereux pour eux. Et j'imagine bien que votre émission là, c'est pour mettre au clair que ce danger en réalité, il guette toute la population et particulièrement la population des fumeurs et du non-fumeur, comme vous l'avez dit, la population, enfin plutôt les gens qui sont exposés au tabagisme passif, les femmes des époux fumeurs, les gens qui travaillent dans les bureaux avec des fumeurs, les enfants des fumeurs, et bien sûr, c'est une population qui est victime réellement, et les statistiques ont prouvé que cette population peut éventuellement développer un nombre important de maladies que très probablement on va en parler dans l'émission. Très bien. Alors, professeur Boufresh, justement, pouvez-vous nous expliquer le pouvoir addictif de la nicotine? Qu'est-ce qui se passe justement dans le cerveau quand on reçoit cette molécule, la nicotine, et on dit qu'elle est beaucoup plus addictive que certaines drogues dures? Tout à fait. Alors, quand on s'adonne au tabac, avec les différentes formes d'addiction, que ce soit fumée, chiquet, pipi ou autre, donc il y a l'absorption, par exemple dans le cas de la cigarette, quand on fume, l'inhalation, il y a
une substance dans la cigarette qui a le potentiel addictif. Cette substance s'appelle la nicotine. Donc, la nicotine, elle est inhalée par le poumon dans le cas de cigarettes et absorbée par les vaisseaux sanguins, donc passe dans le sang et va dans le cerveau. Nicotine qui va au cerveau. Et dans le cerveau, ils seront orientés vers une cible, un récepteur spécifique aux nicotines. Ce sont en général des récepteurs cholinergiques. Donc la fixation de nicotine avec ces récepteurs, je simplifie pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, va aboutir à la libération d'un neuromédiateur qui s'appelle la dopamine. La dopamine, pour nos téléspectateurs, c'est l'hormone de plaisir. C'est le neuromédiateur qui nous procure le plaisir. Sans elle, on n'aura pas cette capacité d'éprouver le plaisir pour les événements heureux qui nous entourent, par exemple. Et la dopamine a plusieurs circuits dans le cerveau. Le cerveau, c'est compliqué, il ne faut pas imaginer, il y a plusieurs circuits. Un seul circuit qui est concerné par la libération de la dopamine, ça s'appelle le circuit de la récompense, ou le circuit de plaisir. Donc, pour résumer, la nicotine, on va déclencher plusieurs réactions en cascade qui vont aboutir à la libération de la dopamine dans le circuit de récompense au niveau du cerveau. Ce qui nous procure le plaisir, la détente, cette sensation de bien-être. Cette sensation de bien-être qu'on cherche à renouveler à chaque fois. Exactement. Oui. Surtout la détente aussi, pour se débarrasser des fois d'un stress. Parce que des fois, on fume par envie, mais des fois, on fume par ennui ou pour fuir le quotidien amer. Voilà un petit peu. Pourtant, une cigarette et ce qu'elle contient ne détend pas en réalité. Oui. Ça, c'est le début. Mais après, il y a le phénomène de tolérance et il y a l'installation d'autres mécanismes délétères sur l'organisme, bien sûr, mais aussi sur le cerveau. Très bien. Professeur Laraba, est-ce que la consommation de tabac, en général, on ne va pas dire que la cigarette, parce qu'il y a plusieurs formes et on va y revenir, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop normalisé chez nous, ce qui rend un petit peu difficile justement la sensibilisation et justement pour protéger les efforts de prévention concernant les jeunes aussi, quand on voit les adultes qui sont normalement l'exemple en train de fumer. Le fait que la nicotine soit la molécule du bonheur et du plaisir, c'est très bien expliqué par mon collègue. Il est vrai que le fait de fumer nous fait rentrer dans une autre catégorie lorsqu'on est jeune. C'est virilisant, ça nous mène à l'âge adulte. Je vous rappelle que chez nous, l'âge moyen du tabac, alors on commence à fumer à 17 ans en moyenne, c'est-à-dire que ça commence un peu au lycée, mais c'est surtout la transition vers l'après-lycée qui n'est pas toujours assumée, et donc la cigarette peut aider. Si au début l'addictologie, en tout cas on a une addiction pour la nicotine, après c'est comportemental. Quand je me sens dans un territoire où je m'ennuie un peu, où je ne sais pas quoi faire de mes mains et tout, je prends une cigarette et je la grille. Ça m'occupe. Voilà, ça m'occupe. Et donc ce comportement-là fait que petit à petit, ça rentre dans nos vies et ça ne peut plus en sortir. On n'imagine plus une vie sans cigarette ou bien sans tabac chiqué. Chez moi aussi, c'est la même chose. Par contre, ce qu'il faut absolument pour sensibiliser, il faut commencer chez les jeunes. Et malheureusement, on voit fleurir, enfin, comme notre société, comme d'autres avant nous, la cigarette électronique. D'autres formes. Il y a d'autres formes qui est un peu plus belle, un peu plus cool de fumer, plus attrayante, colorée, édulcorée, aromatisée, qui sent bon. Il n'y a plus l'odeur du tabac froid qui l'accompagne. Fait que maintenant, encore plus jeunes, les gens commencent à fumer les vaporettes, et on sait maintenant qu'elles ont leurs complications, les vaporettes, mais elles mènent aussi au tabac. Il y a un effet transition entre les cigarettes électroniques et les cigarettes traditionnelles. On y reviendra tout au long de l'émission pour parler de la cigarette électronique, parce que c'est important aussi d'en parler. Mais avant, justement, c'est une forme aussi, forme de tabac en quelque sorte, enfin une forme de... Il y en a qui contiennent de la nicotine. Si pour vous, le tabac c'est nicotine, il y en a qui contiennent, mais le tabac c'est pas que la nicotine. Il y a des milliers de produits qui sont contenus dans la cigarette. Il y a des métaux lourds, il y a des choses, du mercure et des choses beaucoup plus nocives que la nicotine. La nicotine est la molécule du bonheur qui fait rentrer beaucoup de choses avec. Exactement. Alors, est-ce que toutes les formes de tabac se valent quand on parle de cigarettes ou de tabac à chiquer professeur, oui. Très bien. D'abord, d'ailleurs,
professeur Laraba vient de dire que la cigarette ne contient pas uniquement de la nicotine. La nicotine, elle est effectivement responsable de la dépendance. C'est la nicotine qui attire les fumeurs à continuer à fumer, mais elle contient en réalité entre 4000 et 7000 substances, dont 160 substances qui sont toxiques et dont 70 cancérigènes. Entre 50 et 70 qui sont cancérigènes. Cancérigènes pas uniquement pour le poumon, comme beaucoup de gens le pensent, mais cancérigènes aussi pour l'estomac, pour la vessie, pour le côlon, pour le sein, pour éventuellement le col de l'utérus et d'autres cancers, et même le cancer de la peau. Et ça a été prouvé dans des études, certaines sont déjà relativement anciennes, et des études récentes qui confirment ces données-là. Et donc en fait, en réalité, le tabagisme génère beaucoup de cancers, mais essentiellement le cancer du poumon, mais génère aussi beaucoup de pathologies, particulièrement la BPCO, la bronchopneumopathie chronique sur les formes parce qu'on pense souvent que fumer une cigarette ou prendre du tabac à chiquer, ça n'a pas forcément le même effet sur la santé. On pense que le tabac à chiquer, si ça dépasse pas la bouche... C'est vrai que c'est assez répandu dans notre société où oui, maintenant je chique. Et le fait pour les personnes que je rencontre, en tout cas en consulte ou même ailleurs, même dans des cafés ou dans des salons, même mes amis, pour eux, la HMA n'a pas d'équivalent en termes de risque, n'est pas équivalente au tabac fumé, alors que pas du tout. Pas du tout. Monsieur Ktfi a égrené les complications. Il y a aussi les risques cardiovasculaires, le fait de tripler le risque d'avoir un infarctus lorsque je fume. Il faut savoir que la HMA augmente ce risque d'infarctus du myocarde. Et si je devais donner une équivalence, oui. Une prise de tabac à chiquer, c'est l'équivalent de 6 cigarettes. Et donc si vous imaginez la personne qui, en pensant arrêter la cigarette à fumer et qui fumait un paquet par jour, dit maintenant c'est juste un paquet de chic, il faut lui dire que c'est, en tout cas sur le plan cardiovasculaire, c'est pire. Il y a aussi la chicha à la mode actuellement, qui a pris de l'ampleur et qui donne l'impression qu'on est plutôt dans une situation d'un mode de vie plus développé, plus acceptable. La chicha, déjà, c'est une session de chicha, c'est pratiquement l'équivalent de 100 cigarettes. Et du coup, c'est quelque chose... 100 cigarettes, c'est 5 paquets. Voilà, donc c'est quelque chose de très dangereux. Et actuellement, les statistiques sont claires, c'est que déjà 4% de la population fume du chicha. Et donc, j'imagine bien que c'est un phénomène qui est relativement récent. Donc, évidemment, que les conséquences, on va les voir dans l'avenir. Et du coup, un travail doit se faire dans ce sens et de faire comprendre, particulièrement aux jeunes, que la chicha, elle est dangereuse. Elle est pas seulement aussi dangereuse, mais elle est plus dangereuse que le tabagisme classique. Parce qu'on n'a pas l'impression de fumer, c'est de la vapeur qui sort de cet appareil, du narguilé. On pense tout simplement que la fumée passe par de l'eau, passe par de l'eau, et du moment que ça passe par de l'eau, donc elle est nettoyée, elle est filtrée, alors que c'est totalement faux. Il y a aussi la cigarette électronique. Oui, on y reviendra, la cigarette électronique. Il y a pas mal de questions par rapport à ça aussi. Donc, comme vous l'avez dit, la cigarette contient beaucoup de substances, donc jusqu'à 7000 plutôt, composés chimiques, au moins 70 qui sont cancérigènes. Donc on imagine que ça a un impact justement sur le corps et sur les maladies déjà existantes et puis les maladies chroniques aussi. Alors, on sait que le tabac tue. Oui. Un tabagique sur 2 va mourir d'une maladie liée au tabac et que ce décès, qui est prématuré parce que lié au tabac, il peut y avoir plusieurs pathologies. Monsieur Ktfi en a parlé longuement. On sait que sur le plan cardiovasculaire, vous avez une dysfonction endothéliale. Ça veut dire que le tabac va favoriser le fait que le cholestérol va rentrer dans la paroi artérielle. C'est ce qui fait que vous allez avoir des artères qui vont se sténoser, se rétrécir, voire même s'ouvrir, se rompre et donner un événement. Cet événement, ça peut être un infarctus, un AVC ou ce que vous voulez. Mais c'est vrai que le tabac, aujourd'hui, quelle que soit sa forme, parce qu'il y a des gens qui disent « je fume des light ». Oui. Je fume des light, donc je réduis mon risque. Pas du tout. Pas du tout. Le tabac light, il y a moins de nicotine dedans.
il serait moins à l'origine d'une dépendance. Mais on a bien vu que la dépendance n'était pas liée uniquement au taux de nicotine, il était lié aussi au comportement. Les gens, il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui a fumé 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans, c'est très compliqué de lui dire aujourd'hui dans une salle d'attente, il ne prend pas une cigarette. Ça devient un réflexe. Aujourd'hui, dans un café, il ne prend pas de cigarette. C'est très compliqué. Et donc, il faut réapprendre à vivre sans. C'est très compliqué. Et les méfaits donc, du tabac qui commencent par une dépendance et qui finissent par une maladie, on sait que c'est vrai que c'est plus des maladies respiratoires. Dans le tabac fumé, c'est 20 fois plus de risque de cancer bronchique, 15 fois de bronchopneumopathie chronique obstructive. Ça mène à une insuffisance respiratoire, parfois avec un oxygène. On est obligé d'être à chaque fois sous oxygène, comme pour les malades Covid. Oui. Les gens ont tous été touchés par le Covid. Il faut imaginer, c'est un malade Covid, alors qu'il a 40 ans, il est obligé d'avoir son respirateur avec lui. Ça, c'est au moment où il peut en avoir un, parce que la plupart n'en ont pas, malheureusement. Il n'y a pas d'accès à ce type de choses partout en Algérie, justement. Mais en termes d'événements cardiovasculaires et de risques cardiovasculaires, de risques oncologiques, pour le néo de vessie, de gorge, trachée, bouche, cancer bronchique, tout ça, nous estimons, nous, que c'est sous-estimé. Que même si les chiffres sont alarmants, et là, ça reste sous-estimé, parce que aujourd'hui, il y a tellement d'interactions entre les molécules qui sont contenues dans la cigarette ou dans le tabac chiqué ou ce que vous voulez, avec autre chose, qu'aujourd'hui, on sait que ça a un impact terrible sur les vies. Je vous ai dit, il y a 1 décès sur 2 de tabagique, mais ce qui reste, celui qui ne décède pas, aura une vie qui est très impactée, qui est réduite. L'espérance de vie est très réduite. Et une morbidité importante. Il ne peut pas, d'ailleurs, je pense que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent peuvent en témoigner, ceux qui ont arrêté ont vu leur vie changer. En termes de capacité physique, en termes d'ongles qui étaient tout jaunes et qui deviennent tout roses. C'est vrai. Donc c'est pour dire que le tabac s'insinue partout et que ça va toucher plusieurs spécialités à l'image d'autres plateaux. Vous avez un pneumo, un interniste, on aurait pu ramener un cardio, on aurait pu ramener un neurologue, un gynécologue, on aurait pu ramener un psychiatre avec nous, un pédiatre. Oui. Et ça commence très tôt et ça touche toutes les couches sociales. Malheureusement plus les défavorisés. Dans le monde, on va en parler avec M. Kitfi avant, en Occident, ça tend à reculer, mais dans les pays comme nous, je ne dis pas tiers-monde, on ne dit plus tiers-monde, à revenus faibles ou intermédiaires, ça augmente. Et malheureusement, les producteurs, ce n'est pas ces pays-là, et on nous vend des choses qui tuent, et c'est pas normal. Du poison, voilà. Tout simplement du poison. Donc on va revenir un peu sur les maladies que vous avez citées tout à l'heure déjà, le cancer des poumons et bien d'autres maladies, mais je voulais revenir aussi sur la BPCO. Alors qu'est-ce que la BPCO exactement et quels sont les premiers signes qui devraient alerter un fumeur ? La BPCO, c'est une obstruction au niveau des voies aériennes. C'est une obstruction qui est à l'inverse de l'asthme, de la maladie asthmatique. C'est une obstruction qui est fixe. C'est-à-dire que le patient va perdre, si on parle de langage plus facile, on va dire, va perdre son souffle, va perdre sa capacité expiratoire à respirer convenablement et d'une façon irréversible. Donc il y a les bronches qui sont normalement bien ouvertes, on perd le calibre des bronches. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, l'évaluer. Et lorsqu'on donne des médicaments, il n'y a pas de réversibilité. Oui. Donc du coup, c'est une obstruction irréversible. On appelle ça une bronchopneumopathie chronique obstructive. Ce qui est important encore à préciser, c'est que cette BPCO, c'est quelque chose qui est évolutif et ça s'aggrave progressivement. Comme elle a été bien souligné par le professeur Laraba, c'est que ça aboutit en finalité à une insuffisance respiratoire où le patient ne devient plus capable à respirer convenablement, c'est-à-dire qu'elle a des poumons qui ne s'adaptent plus d'abord à l'effort, puis même au repos. Et le patient il devient dépendant de l'oxygène jusqu'à que ça retentisse sur son cœur, ça donne aussi une insuffisance cardiaque, ça se termine par le décès, évidemment. Oui. Par contre, il est important de dire que ce patient BPCO, il y a 2 choses à souligner. La première, c'est que l'apparition des symptômes secondaires à la BPCO sont tardifs. Les symptômes sont la toux et la dyspnée. C'est donc que le patient il va se rendre compte que probablement il est en train de perdre sa capacité respiratoire tardivement. C'est le moment où il perd environ 40 à 50%
de sa capacité ventilatoire. Mais ce qui est bien, c'est qu'à tout moment où le patient arrête de fumer, c'est que le déclin de la fonction respiratoire, on voit que la courbe, il y a un redressement de la courbe et que le patient va reprendre un déclin normal, comme un sujet normal. Donc à tout moment où le patient arrête de fumer, il va gagner en matière de fonction respiratoire. Et pour la dépister, s'il y a des fumeurs aujourd'hui, justement, des fumeurs aujourd'hui qui se disent je n'ai aucun signe, mais j'aimerais bien savoir. Très bien, c'est une très bonne question. Dans tous les cas, nous, dans le service, on fait ce travail-là. Et d'ailleurs, parfois, on le fait même en ville, comme dépistage. On prend les appareils d'exploration fonctionnelle et on teste les patients, les sujets fumeurs particulièrement, sachant bien qu'il n'y a pas que le tabac qui donne ça, mais essentiellement c'est le tabac. Et on mesure le souffle et on trouve que le patient a une fonction respiratoire qui est diminuée. On donne un traitement sur place, un traitement bronchodilatateur et on va voir est-ce que le patient va reprendre sa fonction respiratoire normale. Si c'est le cas, c'est un patient asthmatique. Si le patient ne reprend pas sa fonction respiratoire, ou plutôt il reprend mais d'une façon non significative, on va le considérer comme un patient BPCO. Et dans ce cas, bien sûr, on va l'intégrer dans une consultation et c'est le moment pour dire que les patients qui sont fumeurs, les patients qui ont un problème respiratoire, on les invite, ceux qui sont dans la région Est d'Alger, on les invite qui se rapprochent de notre service au niveau du service de pneumologie de l'hôpital de Rouiba pour dépistage, et ceux qui sont partout en Algérie se rapprochent des services de pneumologie, mais pas uniquement les services de pneumologie, il y a aussi des consultations de médecine interne ou certains médecins internistes qui s'intéressent à la pneumologie et qui peuvent les prendre en charge. Il y a aussi des médecins généralistes et beaucoup de médecins généralistes qui s'intéressent à la pneumologie et qui peuvent éventuellement dépister, traiter et suivre jusqu'à un stade très évolué où l'intervention des pneumologues devient nécessaire. Très bien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure. Si vous voulez, je vais juste rebondir à ce qu'a dit mon collègue. Pour le patient, ça peut commencer par une toux. Parce que c'est ce qu'on disait, on parlait de bronchite chronique avant. C'est quelqu'un qui aura tendance à se racler un peu plus la gorge le matin. Oui. Les fumeurs connaissent très bien ça. Et ils ont des sécrétions qui sont de plus en plus collantes. Et ils ont tendance à tousser un peu plus que lorsqu'ils étaient non-fumeurs ou les non-fumeurs. Donc cette toux chronique qui est un peu grasse, surtout matinale, c'est ça, nous, ce qu'on recherche pour la BPCO. Monsieur Xu a très bien expliqué la physiopathologie, c'est que c'est un resserrement des bronches, mais c'est aussi une prédisposition aux infections. C'est des gens, lorsqu'ils font une petite bronchopneumopathie, donc lorsqu'ils sont un peu malades, c'est pas une pneumonie, mais c'est tout comme, ils auront une pneumonie qui sera beaucoup plus grave que le non-fumeur. C'est une toux tellement que le patient est habitué, il va la considérer comme étant quelque chose de normal. D'accord. Et c'est la première chose qui disparaît lorsqu'on arrête de fumer. C'est qu'on se rend compte que, en fait, toutes ces années où je me levais le matin et que en me brossant les dents, je me racle la gorge et tout, et en pensant que ça vient de la gorge, mais en fait ça vient des poumons, c'était lié au tabac. Le tabac fait vieillir les poumons. C'est-à-dire que vous avez un poumon qui noircit. Vous avez vu des coupes, il y a des photos là qu'on met sur les... Mais ça, c'est la vérité. Ça, c'est pas les malades, au dernier stade. C'est-à-dire que le poumon va vieillir prématurément. Très bien, moi je pense qu'il a soulevé quelque chose d'excellent. C'est qu'en réalité, ce processus de vieillissement du poumon, réellement, il est mesurable. Et c'est qu'en pratiquant une exploration fonctionnelle respiratoire, nous pouvons dire à un patient que votre poumon est à tel âge. C'est-à-dire un sujet de 40 ans, on va lui dire que votre poumon correspond à quelqu'un de 55 ans, probablement de 70 ans, alors que le monsieur est là 40 ans, ou la dame elle a 40 ans. Donc en fait, c'est un processus de vieillissement qui est mesurable. On peut le détecter, le dépister, mais aussi le mesurer et dire exactement il correspond à quel âge. Très bien. Quand on arrête de fumer, on reprend pas notre poumon d'avant, mais on arrête le processus. On arrête ce processus de vieillissement. Il peut y avoir un petit gain, un petit bénéfice, mais c'est inexorable. Très bien. Vous avez dit tout à l'heure, fumer des lights. Beaucoup disent, je fume des lights, c'est moins grave. Mais je fume des lights, je fume des mentholés, je fume des cigarettes beaucoup plus fines. Oui. Ou je fume 1 ou 2 cigarettes, c'est pas si grave que ça, je dépasse pas les 5 cigarettes. Est-ce qu'il y a un seuil au-delà ou là au-dessus Alors le risque est différent. Il est vrai qu'en termes si on doit mesurer la consommation en tabac, celui qui fume 2 cigarettes par jour aura un risque moindre que celui qui fume un paquet par jour.
Mais celui qui dit j'ai réduit ma consommation, je vais arrêter en pensant qu'il est plus facile d'arrêter à partir de 2 cigarettes qu'à partir d'un paquet, il se trompe. On arrête, c'est vrai qu'il faut arrêter graduellement, mais il est beaucoup plus compliqué d'arrêter à 2, comme il est beaucoup plus compliqué d'arrêter à 15 ou 20 cigarettes par jour. Donc il est vrai qu'on se berce des fois de bonne volonté, oui. On peut avoir des choses, notre mère qui vient nous dire on fait ça, baisse la cigarette. Et puis là on se dit d'accord, maman, ça peut être la femme, ça peut être le fils, ça peut être la fille. Et puis on fait l'effort de réduire. Mais on revient. Quand on veut arrêter, c'est vrai qu'on doit se faire aider. Il y a les addictologues qui peuvent être là, il y a les pneumologues qui peuvent être là pour nous aider à arrêter, mais il ne faut pas se bercer. 2 cigarettes pour arrêter, c'est tout aussi compliqué que 20. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'on devient fumeur? Comment se manifeste la dépendance tabagique, professeur Boufesh? Alors, la dépendance, c'est à partir du moment où on perd le contrôle de la consommation de la cigarette. J'explique. On dit souvent addiction. Le mot addiction, il faut savoir, c'est un mot anglophone, addiction, intrus dans la langue française. Ça veut dire quoi? Addiction, c'est-à-dire devenir esclave, c'est-à-dire de devenir l'esclave de quelque chose. Pour la cigarette, c'est la même chose. Le fumeur ou le consommateur, il commence comme consommateur. La première cigarette, il n'y a pas une dépendance. C'est une consommation, c'est une initiation à un mode de consommation. La personne fume, mais elle a le contrôle. Voilà pourquoi on dit la première cigarette est la plus importante et la plus dangereuse. La première cigarette, en général, à l'adolescence, ce n'est pas agréable. On voit la personne en train de tousser, ça pique, ça brûle. Et tout le monde le dit, la première cigarette n'est jamais agréable. Elle est désagréable. Très agréable, mais on y revient. Mais au fur et à mesure, la personne commence comme consommatrice et finit par devenir personne addicte. L'addiction, c'est quand on perd le contrôle, c'est-à-dire on n'a plus le choix. Donc quand on continue, donc il y a premier, c'est continue, d'une façon compulsive, c'est-à-dire on doit chercher, acheter, trouver de l'anxiété quand il n'y a pas de la cigarette auprès de lui, de façon compulsive comme je l'ai dit, malgré les conséquences néfastes, parce qu'après l'argent, les effets sur la santé, la toux matinale, et le contrôle, je ne contrôle plus, c'est-à-dire le fumeur va vous dire, ça y est, c'est la cigarette qui contrôle la personne. La substance qui prend le dessus. Là, on parle d'addiction. Ça commence par une consommation et ça se termine par addiction. Là, on parle d'addiction ou l'ancien mot dépendance. On est dépendant, on a perdu notre indépendance. On n'est plus indépendant, je ne peux pas mener ma vie sans la cigarette, comme le professeur Larabe l'a bien expliqué. Partout où nous sommes, quand on est fumeur, on trouve des difficultés à mener sa vie, à gérer sa vie personnelle, familiale, professionnelle, scolaire, sans être accompagné ou sans s'adonner à sa cigarette, sans fumer. Donc la cigarette devient primordiale. Mettre la main sur la poche et en ne trouvant pas la cigarette, ça engendre une anxiété, ça complique la vie. Donc toute la vie dépend de ça, on parle de dépendance. Cette dépendance, bien sûr, elle est physique, parce qu'elle dépend il y a plusieurs formes de dépendance, justement. Mais aussi psychique. Il y a ce qu'on appelle un comportement. Et d'ailleurs, nous, on parle beaucoup plus d'addiction. Maintenant, on dit addiction et on ne dit pas toxicomanie, l'ancien terme. Oui. Parce qu'avant, on parlait beaucoup sur la substance. Le professeur Larabe l'a bien expliqué pour la deuxième fois. Là, ce n'est pas seulement la substance qui est mise en jeu, mais le comportement. Et c'est un comportement lié d'une rencontre entre une personne avec une substance qui est la cigarette, dans un contexte donné. Et l'adolescence, c'est parmi les moments où l'adolescent tombe plus facilement dans ce comportement qui est le comportement addictif à la cigarette. Pourquoi l'adolescent? Parce que l'adolescence est une période de transition. L'adolescent, c'est pas un enfant, c'est pas un adulte. Donc il est un petit peu perdu entre deux tranches d'âge. Et il doit s'affirmer pour montrer qu'il est adulte. Je fume parce que fumer, c'est être adulte. Premièrement. Deuxièmement, c'est une forme d'addiction acceptée par la société parce que la cigarette est licite. Oui. Donc, je m'adonne à la cigarette pour m'imposer. J'essaie. Je n'ai pas le droit de parler, mais je dois agir pour prouver que j'existe dans la société. C'est une façon de s'affirmer à l'autre. Et parmi ces essais, il y a la cigarette, le mégot. C'est la première substance psychoactive. Et continuant à fumer, le cerveau ne fonctionne plus comme avant.
et les phénomènes de dépendance s'installent. Donc c'est comme ça pour expliquer un petit peu le processus d'initiation et d'installation de l'addiction à la cigarette ou du tabagisme. Très bien. Alors, au-delà de la cigarette classique, une autre forme de consommation a émergé et est souvent présentée comme une alternative, même une solution justement à la cigarette, au tabagisme, c'est la cigarette électronique. Cependant, son impact sur la santé fait débat. Et pour mieux comprendre ce phénomène, je vous propose de suivre le reportage de notre journaliste hygiéniste Aït Belkacem qui s'est rendu au service pneumologie de Beni Messous pour poser justement ces questions. Et on en revient tout de suite après. Fruitées, parfumées et pour certaines discrètes, les cigarettes électroniques, les puffs séduisent une nouvelle génération de consommateurs. Pour beaucoup, elles représentent une porte de sortie face au tabac. Mais derrière cette vapeur aromatisée, un doute persiste. Vous avez différents mécanismes de l'addiction. Vous avez l'addiction physique avec la nicotine dont on a parlé, mais vous avez aussi les addictions sociales et comportementales. On va fumer parce que le copain fume. On va fumer parce que quand on sort à la cour, il y a plein de... C'est à la mode. Si je ne fume pas, je ne suis pas à la mode. Et puis aussi, vous avez des dispositifs qui ont été construits par l'industrie avec un grand point d'interrogation, de sorte à attirer les plus jeunes. Comment? Par quel mécanisme? Par des mécanismes de couleurs attrayantes, par le fait que le dispositif de la cigarette électronique ressemble à des petites clés USB, un petit peu à la mode, donc informatique. Et puis aussi par le fait qu'il existe les goûts. Vous avez des goûts chocolat, des goûts menthe au lait, des goûts bubblegum. Décrite comme un produit sans combustion, sans goudron et souvent présentée comme une alternative au tabac, la cigarette électronique n'est pas autant naturelle, sa composition reste chimique. Vous avez une substance particulière que vous trouvez dans cette cigarette conventionnelle qu'on appelle la nicotine, et c'est une substance qui est sournoise. Pourquoi? Parce qu'elle intervient dans l'addiction. C'est pourquoi les professionnels de la santé alertent sur des risques encore peu connus. Beaucoup de sociétés savantes ne recommandent pas l'usage de la cigarette électronique, même dans le sevrage tabagique. Vous avez toutes les pathologies chroniques type bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. Vous avez l'exacerbation des pathologies allergiques, notamment un asthme qui risque d'être non contrôlé. Et vous avez la hantise du médecin généraliste et du médecin spécialiste, qui est celle de la pathologie cancéreuse. Et donc en tête de file, le cancer du poumon. Longtemps perçu comme une alternative moins nocive au tabac, les puffs, les cigarettes électroniques et les chichas envahissent aujourd'hui les étals, ciblant en priorité les jeunes. Pourtant, elles ne constituent pas une solution au sevrage tabagique et leur usage n'est pas sans conséquences sur la santé. Exactement, leur usage n'est pas sans conséquence sur la santé. On a souvent présenté ça comme une solution. Au début, c'était pour les personnes qui veulent arrêter de fumer, c'était prendre une cigarette électronique. Ça nous aide à nous débarrasser un peu de cette cigarette. Et puis après, il y a aussi maintenant les puffs, c'est aromatisé, c'est joli, il y a des couleurs, il y a des lumières. C'est devenu plus une porte vers le tabac. C'est plus cool de fumer des puffs entre amis. Ça nous conduit à l'addiction de la cigarette. La cigarette électronique est venue remplacer les bonbons là, qu'on prenait pour la nicotine, les patchs à la nicotine. Oui. Il y a eu même des produits qui augmentaient le taux de suicide. Et c'était lié au fait que justement, parce que on interdisait la molécule du bonheur, ça augmentait le taux de suicide. Et donc on trouvait que c'était la solution miracle. Voilà quelque chose qui va, sur le plan comportemental, remplacer pile poil ce qu'il faut. C'est-à-dire que aux mêmes endroits où je peux fumer une cigarette, je vais sortir ma petite cigarette électronique et fumer quelque chose qui n'est pas dangereux. Mais on a de plus en plus d'observations où, même si on n'a pas assez de recul comme pour le tabac, je vous rappelle, ça fait des centaines d'années que l'homme fume, le recul est beaucoup moindre, mais on retrouve des destructions de poumons, scanographiques, on a des radios, on voit un poumon d'un enfant, 18 ans, je suis désolé, c'est des enfants, oui, avec des poumons totalement détruits. C'est des vies qui sont détruites par ces cigarettes électroniques. C'est-à-dire que le taux, on ne le connaît pas réellement. On ne sait pas, c'est pas comme pour le tabac, je vous dis, un fumeur va décéder avec maladie liée au tabac sur 2. Ici, on n'a pas assez de recul pour avoir des études comme ça, des chiffres. Mais on sait qu'aujourd'hui,
Pour dire que c'est pas dangereux, non, c'est très dangereux, et les mécanismes sont différents, bien que ce soit lié aux combustions des produits. Bon, ça s'est très bien montré dans votre reportage, et même l'explication du professeur Lalami était vraiment très à propos. Les produits, c'est les mêmes qu'il y a dans la cigarette. Et le même phénomène se produit, c'est que c'est une combustion qui n'est pas complète, et on sait que c'est cancérigène. Mais malheureusement, pour le moment, on n'a pas de preuves tangibles par rapport au risque oncologique, en tout cas de ces puffs. De ces substances. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui d'un syndrome, le syndrome du popcorn. Et c'est ce qu'on appelle, le syndrome du popcorn, c'est l'appellation qu'on retrouve un peu sur Internet et tout le monde en parle. C'est en lien avec une histoire d'arôme pour un popcorn dans une usine où on fabriquait des popcorns. Donc, les travailleurs souffraient de bronchiolite oblitérante et on retrouve ces mêmes symptômes chez les fumeurs de puffs, de cigarettes électroniques. Est-ce qu'on peut expliquer déjà ce que c'est que cette maladie, cette pathologie, professeur Ketfi? Bon, d'abord, c'est quoi une bronchiolite? C'est quoi une bronchiolite? Et une bronchiolite oblitérante, c'est-à-dire en fait c'est une obstruction au niveau des bronchioles, c'est-à-dire au niveau des bronches les plus petites, les bronches périphériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une substance qui à la fois peut générer un état inflammatoire important, mais c'est une substance qui arrive au niveau des endroits les plus éloignés au niveau des poumons, et elle génère un état inflammatoire, et que ces petites branches on va assister à une augmentation de l'épaisseur de la muqueuse de ces branches, et ces branches vont perdre de leur calibre, et ça va engendrer un autre phénomène de trapping, un phénomène de rétention d'air. C'est-à-dire que le patient, quand il inspire, l'air il passe bien au niveau des sacs alvéolaires, au niveau des alvéoles. Quand il expire, l'air, une grande partie va rester au niveau des alvéoles. Donc c'est quelque chose qui va diminuer la ventilation au niveau alvéolaire, et du coup, rapidement, ça devient symptomatique et ça va engendrer une dyspnée. Ce genre de bronchiolite oblitérante, on les voit dans d'autres pathologies, mais on les voit essentiellement suite à l'exposition à certains types de substances qui peuvent exister dans la cigarette électronique. Et d'ailleurs, l'exemple type dans les bronchiolites oblitérantes, ça se voit dans une maladie rhumatismale telle que la polyarthrite rhumatoïde, qui donne des bronchiolites oblitérantes, et c'est quelque chose que, en réalité, existe dans certaines maladies auto-immunes. Nous, on va le générer d'une façon artificielle par la cigarette électronique. Sachant bien que la cigarette électronique, il n'y a pas une seule cigarette électronique. Il n'y a pas peut-être des centaines de cigarettes électroniques. C'est qu'en réalité, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a plusieurs fabricants, mais ce qui est mentionné en dessus ne correspond pas forcément à ce qui est dedans. Et du coup, rien n'est standardisé, rien n'est étudié. Et donc, certaines cigarettes électroniques, certainement, génèrent des pathologies beaucoup plus dangereuses que d'autres. Mais on ne sait pas en réalité quelle est la plus dangereuse, quelle est la moins dangereuse. Mais évidemment, toutes les cigarettes électroniques sont dangereuses. Au début, c'était un espoir. C'était un espoir, c'est que la cigarette électronique va aider les fumeurs à arrêter. Et d'ailleurs, pas mal d'experts ont conseillé qu'un fumeur, c'est bien s'il prend la cigarette électronique, si ça va réellement l'aider à arrêter, à condition de ne pas dépasser 3 mois à 6 mois. Mais par la suite, il s'est avéré qu'en réalité, ça participe rarement à l'arrêt du tabac, mais par contre, ça participe énormément à commencer à fumer, et à générer plutôt une addiction comportementale, comme il vient de l'expliquer le professeur Boufracha, c'est que ça génère une addiction, et cette dernière peut terminer très probablement par on va basculer vers la cigarette. L'histoire aime bien se répéter. C'est exactement, je pense, pour ce que je lisais moi quand j'étais étudiant, c'est exactement ce qui se passait en les années 40-50, quand il y avait débat sur le tabac. On disait le tabac, c'est bon pour la santé, qu'est-ce qui nous embête, ces médecins, ces chercheurs qui disent que le tabac est nocif et qui va donner des pathologies. Là, on est dans le début d'autre chose qu'on ne sait pas, pour le moment décrypter. Moi, je vous dis, on a beaucoup d'observations de destruction pulmonaire. Il y a la bronchiolite, il y a le popcorn, ça c'est bien pour retenir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est nocif pour la santé. Apporter les preuves pour tout, on ne peut pas.
Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve tangible par rapport au risque oncologique ou bien par rapport au risque cardiovasculaire. On n'a pas suffisamment de recul. On n'a pas suffisamment de recul. Mais moi, mon sentiment, c'est on est dans les années 40-50 du tabac, où il y a Philippe Maurice qui se présentait en disant... C'est bon pour la santé, pour les femmes enceintes aussi, c'est ce qu'on disait. Exactement. Oui. Donc aujourd'hui, cette industrie a trouvé un autre cheval de Troie pour percer nos défenses, en tout cas psychologiques. Et là, aujourd'hui, on se sent démuni pour prévenir ce type de toxico. Très bien. Alors, professeur Boufrecha, justement, on entend souvent dire que arrêter de fumer, c'est qu'une question de volonté. Ce n'est pas forcément une question de volonté. On ne peut pas arrêter parce que j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter, j'arrête. Ça ne se passe pas comme ça, il faut se faire aussi suivre, se faire accompagner. Oui, comme je l'ai dit, l'addiction au tabac est une addiction, est une conduite addictive. Et comme on le sait maintenant, l'addiction est une maladie. Quand on dit maladie, c'est-à-dire ça demande soin. Il faut être soigné, accompagné, soutenu. Donc c'est vrai, pour arrêter, il faut avoir la volonté. Moi je dis la motivation. J'aimerais bien parler de la motivation. Donc, toutes les personnes qui fument la cigarette ne sont pas toutes motivées. Mais qu'est-ce que pour nous, addictologues, on peut prendre en charge les personnes motivées, mais pour celles qui ne sont pas motivées, est-ce qu'on peut rien faire? Non. Donc, fort heureusement, on peut accompagner les personnes qui ne sont pas motivées pour les motiver. Donc, on va les motiver. Comment? Par ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, c'est-à-dire les exposer au fait accompli, leur dire voilà, il y a une balance devant vous, je l'appelle moi la balance décisionnelle. Donc il y a deux comportements, il n'y a pas de troisième comportement. Comme l'a dit le professeur Larabat, des fois on veut un petit peu se cacher derrière des choses qui ne sont pas réelles, c'est des mécanismes de défense, on va dire je vais fumer 2, 3, mais non, soit vous êtes fumeur, soit vous n'êtes pas fumeur. Il n'y a pas, soit vous êtes abstinent, soit vous êtes... Donc il y a deux conduites, il y a deux choix. Continuez à fumer, arrêtez de fumer. Si vous continuez à fumer, quels sont les avantages? Mais quels sont les inconvénients? Tout ce qu'on a cité, les effets délétères sur la santé, les pathologies cardiovasculaires, pulmonaires, les cancers. Pardonnez-moi, professeur, mais pour un jeune qui vient à la vie, quand on lui parle de cancer, quand on lui parle de maladie, il se dit forcément... J'ai le temps d'ici là, je suis encore jeune, je suis... C'est hypothétique. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en train de sensibiliser pour un risque. Qui, lorsqu'on est jeune, on n'est pas du tout sensible à ça. Exactement. C'est des arguments qu'on n'a pas. Vous savez, il y a des médecins qui fument. Oui. Ça veut dire que vous allez avoir quelqu'un qui est au fait des complications, et pourtant il fume. C'est beaucoup plus complexe que ça, la cigarette. La cigarette, c'est pas je décide, c'est pour ça qu'on a besoin. Il faut trouver la bonne motivation derrière. Non, c'est pour ça qu'on a besoin parfois d'un accompagnateur, quel qu'il soit. Ça peut être un psychiatre, ça peut être un addictologue, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être faire du sport. Il faut trouver la béquille qui nous permet de passer un cap pour arrêter. Arrêter, je vous le dis, c'est compliqué. On peut pas... 3 mois d'arrêt, c'est pas arrêter la cigarette, parce qu'on replonge plus facilement. Justement, la rechute fait partie du processus. La rechute fait partie du processus. Oui, donc, comme je l'ai dit, tout d'abord, il faut qu'il y ait l'information préalable. Est-ce que les gens sont informés, sensibilisés sur la cigarette, les risques de la cigarette, les effets sur la santé, les risques sur le tabac à chiquer? À propos de la cigarette électronique, est-ce que tout le monde est informé ou il y a des fausses informations? Donc il faut sensibiliser, informer, qui peut inciter les gens à prendre une décision d'arrêter de fumer. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est la balance décisionnelle. On va lui dire, voilà, par un discours un petit peu souple, entretien ouvert, on va lui dire, si vous continuez à fumer, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Si vous décidez d'arrêter, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Et on va voir l'intérêt de la personne, ça pèse où vraiment. Cette façon peut ramener le fumeur a décidé d'arrêter. Parce que la décision d'arrêt ne vient pas du médecin, vient de la personne concernée. C'est lui qui doit prendre une décision mûrement réfléchie, après une information préalable par le personnel soignant, parce que c'est les praticiens de santé qui détiennent l'information, qui doivent informer les personnes fumeurs de vrais dangers de la cigarette sur la santé. À ce moment-là, donc après l'accueil, l'entretien motivationnel qui ramène la personne à être motivée, il faut savoir que on n'est pas égaux, les personnes fumeurs ne sont pas égaux devant la cigarette. Oui. Donc, il y a des dépendances à des degrés divers. Donc il y a
dépendance légère, dépendance moyenne, dépendance sévère. Ça se mesure. Ça se mesure par des échelles comme les échelles de Fager-Strom, mais aussi la motivation. Il y a des degrés de motivation. On peut mesurer la motivation de la personne pour adopter chaque prise en charge, c'est-à-dire adapter la prise en charge au cas par cas. Et justement, la menace ne sert à rien. Ça ne sert à rien de menacer son mari ou son enfant. Non, ça vient seul. Je veux dire, tu arrêtes ou alors je... Il y a une souplesse dans l'entretien motivationnel qui fait que le personnel soignant, l'addictologue, accompagne, motive, réussit à inculquer la motivation chez le fumeur. Et la décision finale vient toujours de lui. Et quand il prend la décision, on va lui dire, on est là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Voilà la prise en charge. La prise en charge, je résume, c'est s'inscrit dans un registre complet avec plusieurs volets, notamment un volet médicamenteux. Ce sont les thérapies, on parle des thérapies substitutives maintenant, les patchs nicotiniques, les chewing-gums, des comprimés sublinguales. Justement, professeur, est-ce que les substituts nicotiniques et les médicaments sont vraiment efficaces? Bon, d'abord, j'aimerais bien dire aussi que, en fait, le fumeur doit être approché d'une façon pratique, médicale, intelligente. Ce qu'approcher un jeune et approcher un adulte ou un senior, c'est pas de la même manière. Un jeune, on ne doit pas insister sur cancer, BPCO, maladie cardiovasculaire, AVC, etc. Plutôt, on doit plutôt mettre en évidence l'image de la jeunesse. C'est qu'attention, ça va altérer votre peau, vous allez vieillir plus précocement, vous allez perdre rapidement votre jeunesse, votre dentition, l'image de votre bouche. Pour une femme, la fécondité, le risque de stérilité, le risque malformatif ou plutôt le faible poids de naissance, la prématurité. Donc en fait, c'est une approche qui est différente. Par contre, pour quelqu'un de plus mûr, plus âgé, enfin, on doit approcher autrement. Bon, d'abord, sur ce volet-là, et votre question, c'était à propos de la... Oui. On parlait des substituts nicotiniques aussi. Oui, concernant les substituts nicotiniques, malheureusement, ne sont pas disponibles d'une façon, on va dire, d'une façon adéquate jusqu'à maintenant. Mais comment on commence à avoir certaines substances tout récemment qui jouent le rôle ou qui nous aident dans notre pratique, dans la consultation de tabacologie. Je tiens à souligner que nous, dans le service, on a une consultation de sévrage anti-tabac et ça fait partie du programme national qui a été introduit par le ministère de la Santé et dans lequel, sans les substituants nicotiniques, uniquement utiliser les moyens cognitivo-comportementaux, ça ne permet pas d'avancer énormément et souvent les patients abandonnent cette consultation. Par contre, avec des substances dans lesquelles on propose éventuellement quelque chose qui aide le fumeur à arrêter, ça nous aide mieux et actuellement il y a certaines substances qui sont disponibles et qu'on propose aux fumeurs et on n'a pas encore suffisamment de recul pour juger leur efficacité. Mais d'après les données que nous avons, probablement ça participe à aider, qu'il soit le médecin pour accompagner son patient ou plutôt aussi le fumeur pour qu'il arrête de fumer. Très bien. Oui, vous voulez intervenir il faut savoir aussi qu'avec les moyens qu'on a, la thérapie substitutive, la prise en charge psychologique, basée essentiellement sur la thérapie cognitivo-comportementale, le traitement consiste en un projet préparé, adapté pour chaque cas. Et ce projet, il a des actions. Actions à court terme, c'est pour prendre en charge, parce que quand la personne arrête, le jour J où il décide d'arrêter, il y a ce qu'on appelle des symptômes de sevrage. Les maux de tête, le malaise, l'anxiété, des fois l'insomnie nocturne, les céphalées. Donc il faut accompagner la personne pour un petit peu atténuer les symptômes de sevrage. À moyen terme, il y a le craving, c'est bon, après plusieurs semaines, la personne ne ressent plus les symptômes de malaise, mais il ressent une envie irrésistible, ça s'appelle le craving. Donc on doit l'accompagner pour affronter ce craving. Et à long terme, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez bien, je voulais rapprocher un petit peu l'image à nos téléspectateurs, la cloche de Pavlov, c'est-à-dire quelque chose, c'est un réflexe conditionné, quelque chose qui rappelle la cigarette. En général, c'est les cafés, c'est les moments festifs, c'est les amis qui fument, les pères, surtout pour les adolescents, c'est les sorties le week-end, c'est les bords de mer, c'est trouver une cigarette à côté de lui. La cigarette électronique, des fois, peut initier une rechute ou initiation à la cigarette classique. Donc là, si vous voulez, cette chose qui n'est pas
qui n'est pas nocive en soi, devient nocive parce que ça peut ramener là, ça devient comme une cloche de Pavlov. Vous savez, la cloche de Pavlov, c'est pas suffisante pour faire baver le chien, mais quand elle accompagne souvent la viande, dès qu'on sent la cloche au chien de Pavlov, le fameux savant soviétique, il bave le chien. Donc c'est comme ça, les adolescents, les personnes féminines sont conditionnées. Ce climat, les cafés, les rencontres, tout ça, donc on doit les accompagner. Ce conditionnement passe après combien de temps? En général, après plusieurs années de consommation de tabac, évidemment, la personne est conditionnée aux images, le fait de voir, par exemple, sans voir la cigarette, le fait de voir un briquet, cendrier, ça peut inciter, ça peut tenter la personne à reprendre ou à rechuter. Mais une fois qu'on a arrêté, on peut... Voilà, le stress devant l'exposition à des facteurs de stress. Et là, il faut, moi je préfère pas parler de rechute, des faux pas. Quand il y a des faux pas, il faut dédramatiser la situation, inciter la personne à contacter son thérapeute. Il y a même maintenant la prise en charge à distance. Nous sommes là, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire et ça arrive, ça fait partie du changement. Après, alors dernière question, avec ce message j'espère d'espoir, après combien de temps on pourra dire que voilà, je ne suis plus addict, je suis sevré? En général, il y a, comme je vous dis, à court terme, en général, c'est dans un mois. À moyen terme, c'est après plusieurs mois. À long terme, c'est après une année. Ça peut marcher, mais il faut s'attendre à des rechutes, que je ne les appelle pas rechutes. Ce sont des faux pas. Donc, durant les faux pas, il faut être là pour accompagner, dédramatiser, soutenir la personne pour qu'il n'y ait pas la culpabilité. Cette culpabilité peut être la cause d'une rechute, d'une vraie rechute. Très bien. Merci, professeur Bouflache Ahmed. Vous êtes psychiatre et addictologue en libéral. Merci pour votre participation. Merci, professeur Laraba Nazim. Vous êtes chef de service de médecine interne au CHU de Bab el-Oued. Merci aussi pour votre participation. Merci aussi à vous, professeur Kitfi Abdelbasset. Vous êtes pneumologue et chef de service en pneumologie à l'EPH de Louiba et président de la Société algérienne de tabacologie. Merci à vous. Merci aussi à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée avec le reste du programme de la chaîne.